Bien, alors, contrairement à ce qui est marqué sur le programme, je ne suis pas Suzanne Fumerol. Mais c'est pas grave, je vais essayer de la remplacer quand même. Je vais vous présenter Apolline. Alors Apolline, c'est personne. Apolline, c'est le nom d'un réseau de mini-capteurs qu'on est en train de mettre en place à Lille depuis quelques années déjà. Et en fait, je vais vous présenter deux expériences que j'appellerais opportunistes de sciences participatives, parce que c'était absolument pas ça l'idée au départ. Alors, l'idée de Apolline. Alors Apolline, ça veut dire Air Pollution and Individual Exposure, ce qui est le nouveau nom, puisqu'à l'origine c'était Air Pollution in Indoor Environments. Donc on s'intéressait uniquement à ce que moi je faisais. J'ai oublié, je suis physico-chimiste de l'atmosphère. Il n'y aura aucune équation. Donc je m'intéressais uniquement à la qualité de l'air intérieur, en particulier aux interactions entre les gens à l'intérieur. Pas forcément comment ils étaient affectés par la pollution, mais comment eux jouaient sur la pollution et comment eux étaient la source ou le puits de polluants. Donc j'avais besoin d'instruments petits, pas bruyants, pas dérangeants, pour pouvoir savoir ce qui se passait quand vous étiez là. Si ça fait trop de bruit, vous sortez. Donc on voulait développer des instruments miniatures, fiables, pas chers de préférence. On voulait déployer ces réseaux de mesure en air intérieur. Depuis on a un peu embrayé aussi sur l'extérieur. Et puis on voulait savoir tout sur qu'est-ce qui influence le niveau de pollution, et puis que ça serve à tout le monde, de la chimie, l'atmo, à la santé, l'environnement, l'économie, l'urbanisme, puis même faire de l'éducation tant qu'on y était, parce que c'est important. Alors bien évidemment, une personne tout seul, ça marche pas, donc j'ai été rejoint par Suzanne Fumerol, j'ai été rejoint par des informaticiens, des électroniciens, des micro-électroniciens, il y en a d'autres encore qui arrivent, il n'y a pas de sociologue ou autre chose pour l'instant, mais ça va venir, c'est le but du jeu. Il y a d'autres partenaires dont on a un peu entendu parler, où on les a vus, où on les verra, donc Mathieu Puisse à Dunkerque, des gens à Douai, des collectivités territoriales, et quand on veut faire des expériences au niveau avec des vrais gens, ça aide toujours d'avoir des contacts sur le terrain. Une association pour la prévention de la pollution atmosphérique qui est très active pour l'éducation publique générale, politique publique, professionnelle également, donc ça aide également beaucoup. Je passe un petit peu de financeurs, et quand je dis un petit peu, c'est un projet qui est comme les capteurs, qui est un projet qui pour l'instant est low cost, donc en arrivant à grappiller 5 kg € à gauche, 5 kg € à droite, une thèse quand même, ça coûte cher, etc. On arrive à avancer petit à petit sur ce genre de projet. Puis il y en a beaucoup qui ont été refusés, mais avec un peu de chance ça marche. Donc au départ, le but du jeu était de développer des capteurs pour l'air intérieur, donc on se moquait de la taille, tant qu'il y avait plusieurs capteurs. Donc vous reconnaissez les capteurs AlphaSense pour des gaz, pour des particules, il y a plein de capteurs physiques, température, humidité. Je te donnerai les photos, il n'y a pas de problème. Ok, et puis à partir du moment où on a réussi à intégrer tout ça, Suzanne est arrivée, mais c'est très bien, mais tu mesures les particules là comme ça, mais moi je veux le mesurer dehors pour aller voir la pollution dehors. Donc il fallait encore miniaturiser. Et alors bon, le truc était déployé à l'intérieur, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Voilà. Et donc on a pris un autre petit capteur de particules. Donc pour ceux qui sont intéressés dans la référence d'un capteur qui marche pas trop mal, c'est là-dessus, mais je donnerai la référence s'il faut, qui mesure en comptage, donc toutes les particules, plus ou moins entre 0,3 et 10 microns sur 6 canaux. Et puis on a intégré tout ça à des petits prototypes au niveau du laboratoire qui ont évolué assez rapidement entre 2017 et maintenant. Entre le premier prototype blanc, le deuxième genre soucoupe volante jaune au début 2018, et le dernier fin 2018, donc c'était pas très longtemps, enfin deuxième à partir de septembre-octobre 2018 avec un beau logo derrière. Côté hardware, on a raisonnablement optimisé tout ce qu'il fallait dedans en termes de poids, d'encombrement, etc. On n'a pas vraiment optimisé l'aspect consommation d'énergie, mais c'est principalement dû en fait à la façon dont le capteur communique avec le téléphone à côté. Bon, il faut qu'on travaille dessus parce que pour l'instant on a une autonomie. Une petite journée, ça a en plus tendance à décharger le téléphone, ce qui est très mauvais. Alors, voilà, bien évidemment, on s'occupe de toute la partie validation, métrologie des capteurs, température, humidité, pression. On n'a pas encore fait l'influence du déplacement parce que c'est pas facile à voir comment ça joue. Mais là, mon collègue de Montpellier, il faudra vraiment que je parte avec les coordonnées parce que tu m'as dit que tu avais tout ce qu'il fallait pour ça. Donc on a été voir à Dunkerque. Dunkerque est incontournable, Mathieu, n'est-ce pas, pour faire tout ça. On n'a pas encore toutes les réponses, mais c'est en cours.
Ça marche pas trop mal quand même, et on sait à peu près comment corriger le signal brut. Donc à partir de là, on peut considérer que toutes les valeurs que je vais donner par la suite, ça marche. Alors, première expérience opportuniste, on a fait des mesures avec nos petits capteurs, avec l'association de droit au vélo qui est assez active à Lille, qui veut mettre des pistes qui veut intervenir dans les politiques publiques pour améliorer la vie des cyclistes, etc. C'est très important en fait comme distinguo. Et en fait, il y a eu deux voies d'entrée en parallèle qui sont certains de mes collègues sont des cyclistes pratiquants, je n'ose pas dire militants, mais pratiquants au moins. Donc, bien évidemment, à partir du moment où on faisait nos capteurs, eh ben, ils voulaient savoir ce qu'ils respiraient. Ok, pourquoi pas, on en avait une dizaine, c'était très bien. En même temps, et vraiment en même temps, et par un chemin qui n'avait rien à voir, l'association de droit au vélo a contacté la PPA parce que ils avaient besoin de données, ils voulaient eux-mêmes faire des données pour étayer un petit peu plus leurs actions. Et la PPA, comme c'est des très bons copains, d'ailleurs le président est dans le labo, sont venus nous voir en disant qu'est-ce que vous pouvez faire. Les objectifs pour eux, c'était connaître leur exposition, l'exposition des cyclistes. Qu'est-ce qu'ils respirent? Par où ils doivent passer? Si jamais ils pouvaient avoir une carte de la pollution, même si ce n'est pas du temps réel, en disant bon bah ce chemin là il est très pollué aujourd'hui, ou tous ceux qui sont passés par là ce matin ont dit que c'est très pollué, les autres ils vont passer ailleurs. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait faire aussi un petit peu. Et puis comment intégrer les considérations de qualité de l'air dans la définition des politiques publiques, bien évidemment, ça les intéressait. Donc pourquoi pas. Alors à partir de là, on a mis en place une sorte de campagne participative avec eux, à moitié en respectant nos critères, à moitié en respectant leurs critères. C'est pas toujours facile de trouver le mi-chemin ou un bon compromis entre ce que nous, universitaires, académiques, dans nos labos, on sait faire, et ce que eux, en face, savent ou veulent, etc. Donc ça a mis pratiquement 1 an. Ok, ça a mis pratiquement 1 an, ok, on s'est rencontrés, etc. On a mis au point la campagne avec le responsable de l'association qui est très engagé dessus. Ok, tout va bien. On a dit, au début, on va faire des mesures en statique dans des points où ils font déjà des mesures, des comptages de cyclistes. On les a vus, on a vu les gens qui s'étaient portés volontaires pour le faire, qui faisaient déjà les comptages de cyclistes. On leur a expliqué la qualité de l'air, grosso modo, on leur a expliqué comment marchaient les capteurs, j'ai réussi à leur installer les capteurs sur leur téléphone, ce qui est pas mal. Et puis, depuis septembre, ils ont des capteurs, ils ont 5 capteurs et ils s'amusent avec. Alors, mode opératoire, ils prennent le capteur avec eux, ils en font attention, ils l'allument quand ils font les mesures, et puis ils nous transmettent les données via le référent de l'association qui nous transmet. Bien évidemment, ils documentent, ils nous disent où ils sont, avec des photos et tout. Ok, et puis nous on analyse, et ils ont accès à la visu en temps réel de la mesure. Résultat des courses. Pardon, j'étais un peu trop loin. Non, c'était ça. Alors après nous on analyse suivant la taille des particules, les machins, etc. On passe. Alors, conclusion. En 6 mois, il y a eu 11 heures de mesures qui nous sont remontées. Lups. Ça n'a pas marché. Aucune info de contextualisation. On ne sait même pas, dans les données qui nous ont été transmises, où ils ont fait les mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc c'est ce que j'appellerais, franchement, pas vraiment, même pas une photo, on ne sait pas où ils ont fait. Catastrophe, ça n'a pas marché. Bon, malgré tout, on veut refaire des mesures avec eux, on a déposé un projet participatif de co-construction, là, suivant des trajets, donc on ne jette pas l'éponge, ça marchera. Ok, deuxième expérience, un peu plus réussie. J'ai été contacté à un moment par le pôle des arts et culture numérique d'une petite ville associée à Lille. Il y avait déjà des contacts entre l'université, c'était sur la donnée, les données. La pollution de l'air, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont des données pour aller intégrer à des cartes, ils étaient contents. Donc, bon, il y avait peut-être un enseignant dans un collège qui était rare. Alors nous c'était bien parce que justement on cherchait un peu comment aller faire des mesures en aveugle avec notre nouveau système qui a un GPS, qui a tout ce qu'il faut, qui a le stockage des données, c'est très bien. Et qu'est-ce qui se passe si les gens ne voient pas finalement le résultat de la mesure, tant qu'on y était. Pour l'homme c'était des données en plus. Pour les élèves qu'on aura recrutés, je n'ai aucune idée de ce qu'ils attendent de ce genre d'expérience. Je ne suis pas sociologue ou autre, j'en sais rien. Comment ça s'est passé? Janvier, juillet, j'ai eu 2-3 réunions avec la ville.
Ok, le 18 septembre, j'ai passé 2 heures dans la classe, je leur ai dit ce que c'était qu'un chercheur. Ils connaissent pas notre milieu, donc autant aller leur en présenter aussi avant de parler de ce qu'on veut faire. Et ça, c'est super important. J'ai distribué 3 capteurs, je les ai formés, c'est facile, il suffit de les allumer, ça commence tout seul, et puis il n'y a rien à faire. Et puis j'ai récupéré les capteurs une semaine plus tard. Et puis j'ai dû faire un débrief en décembre, ça m'a donné quand même du temps pour analyser un petit peu tout ça. Sur la pollution de l'air, je n'en avais pas vraiment parlé la première fois. La deuxième fois, si quand même. Et quelques résultats. Mode opératoire, porter le capteur avec soi, faire attention, faire des photos, charger le capteur tous les jours. Ne pas mettre le capteur dans la poche, les vêtements, mais sinon les gens, ils s'en rendent pas compte. Ne pas le mettre sous la pluie. Le ramener le lendemain au collège et le passer. Ça, c'est le prof qui gère la rotation, je ne sais pas qui est qui. Bien évidemment, il y a la localisation, alors je sais où ils habitent, donc je sais pas qui c'est, etc. J'ai forcé personne à participer. Ceux qui avaient un iPhone, ils ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas le bon plug pour recharger. Ceux qui ne voulaient pas, il y en avait 1 sur 25 qui n'a pas voulu. Ok, pas de problème. Ils n'avaient aucune visualisation des données. Confidentialité des données, anonymat, déclaration, je m'en moque pour l'instant, c'est juste entre nous, etc. Rien. Je les ai mis en garde. Je mesure les données et ça ne sort pas et ça n'est pas accessible aucun, donc il n'y a pas de problème. J'espère. Je les ai mis en garde, je sais leurs horaires, ce qu'ils ont fait, où ils habitent, où ils travaillent, ça je le sais, etc. S'ils allument une cigarette en sortant du collège, je le sais. Je sais plein de choses, rien qu'en regardant les données. Je peux savoir. J'aime bien leur faire peur et ils n'ont pas eu peur. Résultat des courses, j'ai bientôt fini. Ils ont donné plein de données, 300 000, entre 500 000 et 300 000, 500 000 lignes par fichier. Franchement, pourquoi je faisais des mesures toutes les secondes? En air intérieur, ou quand il y a des changements, c'est important. Ça a super bien marché. Ils ont respecté toutes les règles, ils ont respecté toutes les consignes, etc. Okay. Bon, on a vu qu'il y avait des problèmes techniques de transfert de données, et je leur ai montré ce genre de choses en disant, ben voilà, ça c'était de la localisation, latitude, longitude, etc. sur un des capteurs. Donc, on sait plus ou moins où ils sont. Quand c'est à 0, c'est simplement qu'on n'arrive pas à avoir le signal satellite, c'est tout. Donc, voilà, signal satellite, quand il y en a 0, ils sont à l'intérieur. Quand il n'y en a pas, quand il y a, etc., on sait qu'ils sont à l'extérieur. La zone entre les deux est très floue et c'est difficile à gérer. La vitesse de déplacement donne beaucoup d'informations. Température, humidité, bien évidemment, donne des informations. Ah, pollution. PM10 sur un des capteurs, donc bon, en gros ça va entre 0, maximum 200. Très ponctuellement, ça monte jusqu'à 800 microgrammes par mètre cube sur ce capteur. Très très ponctuellement, ça peut arriver. Les autres capteurs, alors l'échelle n'est pas la même, je suis désolé. L'échelle à gauche, ça montre jusque 600. Donc ça montre le taux de dépassement, on va dire, du seuil. Prenez le seuil où vous voulez, de toute façon c'est énorme. Et alors celui de droite, là ils ont réussi à me saturer le capteur, ce que nous on n'avait encore jamais réussi à faire. Alors j'étais super content. Et alors qu'il ne se passait rien au début, mais en fait le prof m'a dit qu'au début il l'avait laissé dans la classe, ce capteur. Ok, j'étais super content parce que j'ai accès grâce à ça à des informations qu'est-ce qui se passe chez eux. Ou ça, on ne sait pas comment faire. Alors on analyse bien évidemment les données. Conclusion, 8 journées de mesure, 24 heures sur 24, etc. Matériel parfaitement utilisé, consignes parfaitement utilisées. Tout va bien. Contextualisation, 0. Ils n'ont pris aucune photo. Je sais pas comment ils font les mesures. Mais c'est pas grave, j'ai plein de données super intéressantes. À quoi ça leur a servi? J'en sais rien. Pour moi, c'est très bien parce que, bon, on a vu des données sur, effectivement, les niveaux de pollution dans des endroits qu'on ne connaît pas. Les gens. Chez les gens, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Beaucoup de particules fines, dans des concentrations énormes. J'en viens à me demander, à me dire qu'on sous-estime encore maintenant les niveaux de pollution qu'on peut avoir chez les gens. On sait que c'est beaucoup plus pollué, mais on dit ouais, à facteur 10, à mon avis, on doit pouvoir, etc. Donc on a besoin de recommencer, de continuer, etc. Et on va continuer, et puis en plus ils sont volontaires, pour financer, fabriquer des trucs eux-mêmes, donc on va bien évidemment. Ok. Pour quel but? Pour nous cartographier la ville, qualité de l'air, budget espace-temps. On fait confiance pour l'instant à des trucs déclaratifs, avec ça on sait beaucoup mieux ce qui se passe. Pour la ville, ça va être des données en plus. Ok, tout va bien. On continue. Conclusion, un énorme potentiel de la science participative pour tout ce qu'on fait. Pour l'étude de la qualité de l'air, c'est génial. Différentes voies d'entrée, et toutes les voies d'entrée sont bonnes à utiliser. Alors tous les contacts personnels, les demandes d'associations, les démonstrateurs, les fêtes de la science, faites-le savoir. Jusque parfois même des universités ont des volontés de mettre en place ce genre de choses.
Surtout parce qu'ils ont réalisé que dans le prochain programme cadre Open Science, il y a un pilier Open Science dans Horizon Europe qui arrive, donc autant en profiter. Niveau d'intérêt pour le participant, j'en sais rien. Alors là, j'en sais rien. Faut bien les choisir, matériel simple, et j'ai quelques questions pour finir. Chose que je me dis depuis le début. Vous posez les questions, donc. J'ouvre la discussion. Ok. Un capteur n'est pas un objet parfait. Okay. Par ailleurs, un matériel de référence n'est pas un objet parfait. Il y a une incertitude. On sait plus ou moins laquelle elle est. On sait comment la prendre en compte. La question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut faire beaucoup de choses avec des objets imparfaits, même si on ne sait même pas exactement quelle est l'incertitude associée. Et ça, c'est une façon de travailler qui, pour nous, est très très différente et très nouvelle. De qualité de la donnée, on peut faire du très bon travail avec des instruments pas si bons que ça, même si les capteurs sont pas mal. Il n'y a pas toujours d'objectif commun, d'après ce que j'ai vu depuis le début, entre des études de type chimie, etc., sciences très dures, et des études plus sociaux. D'un côté, on étudie un objet avec la qualité de l'air, de l'autre côté, on étudie comment les gens réagissent à la qualité. Et il serait bien qu'on arrive à travailler encore plus, voire même qu'on arrive à étudier comment le fait de pouvoir travailler avec les gens ou avec ce genre d'objets transforme notre façon de travailler à nous, et je pense que c'est une transformation radicale. Il y a quelqu'un dans la salle qui étudie ce genre de choses. Je ne sais plus où il est, je ne vois pas maintenant. Ok, et il y a plusieurs niveaux de participation à la science, et j'ai fini. Très bien. Merci. Voilà, une étude de SHS sur ceux qui font des capteurs et des sciences participatives. Ah voilà, et il manque du monde, sciences politiques, mais c'est pas vrai, il manque juristes, communication, il manque plein de monde encore dont on a besoin. Question. Je comprends bien, tu as accumulé plein de données, mais moi j'ai un petit souci parce que nous aussi, par exemple, dans le projet Respirons mieux dans le 20e, on a accumulé énormément de données. En intérieur comme en extérieur, mais en fait sans métadonnées, sans éléments de contexte, sans enseignement, en fait ces données tu n'en fais pas grand chose. Alors, en fait tu peux en faire un certain nombre de choses. Déjà, tu peux essayer de traiter les données et de repérer des événements sans forcément leur donner un nom. Donc établir une sorte de première classification de type de pollution que tu peux avoir, ça ne va pas être de l'explicatif, ça va déjà être au niveau du descriptif. Et comme je l'ai dit, rien que le fait d'avoir accès à des environnements intérieurs qu'on ne connaît pas, c'est du pur descriptif, c'est de la pure, même c'est de l'exposition, donc indépendamment de la source, de l'événement, etc., ça apporte des choses. C'est pas forcément toujours très satisfaisant au point de vue, etc., mais ça apporte déjà des informations qu'on n'avait pas avant. C'est dommage de ne pas avoir profité de cette occasion pour alors, aussi les mettre. On peut améliorer et on doit et on va améliorer les choses, etc. Après, une deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait les manips, en fait, on arrive à plus ou moins identifier ou plus ou moins reconnaître le type d'événement qui peut arriver. En fonction de la temporalité de l'événement, là c'est juste sur une seule donnée, mais imagine que tu mets d'autres capteurs à côté sur certains gaz. En recoupant tout ça, tu peux plus ou moins identifier les événements. Donc tu peux passer d'un truc qui est complètement à l'aveugle, ou rien qu'en regardant sur les données, tu peux le faire. Et il y a quand même des mesures en labo à côté, tu peux essayer de reproduire tel ou tel type d'événement, ou tu peux le faire chez toi et puis savoir un peu ce qui s'est passé. Donc on arrive progressivement, finalement, à catégoriser, à donner un nom à ce qui se passe, même si on n'a rien demandé. C'est pas très participatif. Alors, c'est pas très participatif, et c'est là où ce que je disais, il y a plusieurs niveaux de participation à la science. Voilà. La participatif peut être de la personne qui est simplement vecteur, porteur du capteur, c'est une chose. De la personne qui ajoute des informations, c'est autre chose. De la personne qui va co-construire complètement un projet, c'est encore un autre niveau. Là, il y a aussi une réflexion à se faire entre nous. Qu'est-ce que c'est que la science participative ? Je commence à me construire une image de la science participative.
Je vais finir sociologue à la fin, si ça continue. Justement, C'est un... je voudrais rebondir là-dessus. Comprenez-le quand même. Je ne suis pas spécialiste des sciences participatives, mais ma collègue Laure Turcati, qui malheureusement a dû partir, elle en est spécialiste et elle m'a entraînée dans des aventures participatives. Précisément, moi je considère que si on considère un individu comme passif, il n'est pas participatif. Il est utilisé pour la science, mais il ne participe pas. Il est participatif et la science devient participative quand il contribue à construire la connaissance. Sinon, ce n'est pas de la science participative. Et c'est ça l'essentiel. Et donc, le fait de ne pas donner finalement l'envie aux personnes qui ont contribué aux mesures, de ne pas leur avoir donné la motivation, construit avec eux le protocole qui leur permettrait d'avoir envie de fournir les métadonnées dont on parlait, c'est qu'il a manqué quelque chose dans l'échange, dans la construction de l'expérience. Et c'est là que je crois que la grande différence, elle est là. Vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez faire des choses, mais c'est pas participatif. Alors, je comprends parfaitement votre point de vue et il est vrai, et c'est tout à fait vrai que les prochaines étapes, quand on va continuer et quand on va recommencer, sera bien évidemment avec un aspect où, mais j'ai besoin de leur input, justement, c'est ce que je dis, j'ai besoin de leur input pour comprendre, contextualiser. Et ils peuvent m'apprendre des choses que je ne connais pas, et ils sont là pour ça. Donc je regrette qu'ils ne m'aient pas fourni d'autres informations. C'est une démarche, il y a un travail. Il y a un travail, mais le consortium et Je pense que c'est tout à fait un débat. Quel est le niveau de participatif, en fait, quand on parle de participatif des facultés aussi. Même il peut y avoir des degrés. C'est pas le niveau d'introduire. Voilà. Donc, déjà, le multidisciplinaire, travailler avec nos copains sociologues ou autres, voilà, mais j'y arrive pas encore à Lille ou avec ces gens, j'y arrive pas encore. Donc c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que nous sommes tous là, c'est pour continuer.